C'est pas du tout une vague que l'on a, c'est qu'on a un flux continu de patients Covid, un espèce de bruit de fond qui augmente lentement mais sûrement et depuis très longtemps. Et ce flux s'accumule. Ces patients, il faut les hospitaliser et ils finissent par venir saturer les lits de l'hôpital. On n'a pas le tsunami qu'on a vécu au printemps. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, je reçois aujourd'hui Frédéric Adnet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je vous dis bonjour prof, puisque tout le monde vous appelle comme ça. Ceux qui vous connaissent depuis un peu plus longtemps vous appellent Tovarich professeur, et ceux qui vous ont connu encore avant vous appellent le squelette. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. C'est en général dans mon équipe, on m'appelle prof. C'est à la fois amical et respectueux. Et malheureusement, c'est aussi dû à mon âge où je suis sûrement le plus ancien de l'équipe. Ouais. Mais j'aime même bien. si vous n'êtes pas très très ancien quand même. Oui, ça oui, va, vous n'êtes pas encore un mandarin. D'accord, j'ai quand même 30 ans d'expérience. Et dans le même hôpital en plus. Et dans le même hôpital. Vous publiez Les Fantassins de la République, Urgence Covid, un printemps en enfer aux éditions Flammarion. Alors vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et vous êtes directeur médical. Vous dites de ce centre que c'est un chaudron. Pourquoi est-ce que c'est un chaudron ? Parce qu'on est au cœur de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un département qui a énormément de caractéristiques, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est un département qui est jeune, qui est très vivant, qui est plein de vie, qui est bouillonnant. Les mauvaises, c'est un département pour un médecin qui a les plus mauvais indicateurs de santé, un taux de mortalité importante, une mortalité infantile importante. Toutes les maladies chroniques ont une surmortalité en Seine-Saint-Denis. Donc c'est à la fois un département qui est tourné vers l'avenir, mais un département aussi un peu paupérisé, avec d'énormes difficultés sociales, et aussi un reflet d'une société cosmopolite. Il y a toutes les nationalités en Seine-Saint-Denis. Voilà, et donc vous êtes le directeur médical du SAMU. Qu'est-ce qui fait que après votre internat, vous êtes allé à l'hôpital Avicenne et que vous y êtes resté ? Bon, c'est le hasard et le choix. D'abord, le hasard, c'est que mon premier poste était, après que je passais l'internat, était au SAMU 93, donc au SAMU de l'hôpital Avicenne. Et mon équipe de recherche était aussi localisée à l'université Paris 13, donc en Seine-Saint-Denis. Je me suis bien plu. Le patron de l'époque m'a donné un challenge, m'a dit développe la recherche et puis je vais te garder. J'ai dit ok, et donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis je m'y suis bien plu. Finalement, je me suis toujours dit que je ne resterai pas toute ma vie en Seine-Saint-Denis, qu'il faut bien changer. Parce que je pense qu'en France, il est bien de pouvoir changer d'équipe, d'avoir de nouveaux challenges. Mais je me suis heurté à quelque chose qui est terrible, c'est que quand on est médecin public, donc fonctionnaire, tout est fait pour pas qu'on puisse changer d'endroit. Et donc, finalement, mes 2-3 tentatives pour aller autre part sont soldées par des échecs. Et plus je suis bien où je suis, donc maintenant, je crois que je vais rester. Bien. Et vous racontez dans votre livre que, alors que vous étiez à l'armée, vous êtes devenu le médecin du président François Mitterrand pendant votre service militaire. Et vous expliquez comment le président de la République va vous vomir dessus. Oui, c'est une anecdote. Le président, il avait sa chimiothérapie, il avait tout le monde le sait maintenant, un cancer de la prostate, et il a fait un malaise pendant une réception officielle. Je me suis précipité, et puis il a eu une éructation. Effectivement, il s'est un petit peu épanché sur moi. Ben, c'était quoi d'être le médecin aussi jeune du président de la République, qui était quand même très intimidant, Mitterrand? Tout à fait, mais c'était une tradition. À l'époque, les médecins à 27 ans faisaient leur service militaire, et la tradition à l'Élysée, c'était que le médecin qui s'occupe du président de la République, et c'est De Gaulle qui avait institué ça, c'était pas un médecin professionnel militaire, mais c'était un médecin du contingent. Et donc, à l'Élysée, vous aviez, à chaque fois qu'il y a eu le service militaire, vous aviez 2-3 médecins de permanence à l'Élysée, et je faisais partie, là aussi, j'ai pas du tout choisi ça, c'était un peu le hasard. Je faisais partie de cette équipe de médecins qui veillait sur le président simplement lors des cérémonies officielles. Ouais. Et vous, vous l'accompagnez aussi dans le monde entier, hein? Tout ce qui était officiel. Donc dans les cérémonies officielles, il y a aussi les visites à l'étranger. Tout ce qui était officiel, il était accompagné par un médecin du contingent. Alors en Seine-Saint-Denis, lors de ce qu'on appelait la première vague, tous les spécialistes attendaient à assister à une flambée de l'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé ?
À la première vague, la Seine-Saint-Denis s'est pris de plein fouet, si vous voulez, la première vague. C'est-à-dire qu'on a été le département largement le plus impacté de toute l'Île-de-France. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que, d'abord, il y a eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour Paris et l'Île-de-France, il y a eu un mouvement juste avant le confinement, de désertion de l'Île-de-France vers les résidences secondaires. Dans les beaux quartiers, ça. Dans les beaux quartiers. Ouais. Donc en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de résidences secondaires. Après, il y a eu le télétravail pour les métiers un petit peu de cadre supérieur. En Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas beaucoup de télétravail. Au contraire, les gens qui travaillent en Seine-Saint-Denis, c'était souvent des métiers au contact du public. Infirmières, aides-soignantes, chauffeurs de bus, etc. Donc des probabilités de transmission plus importantes. Et puis les conditions de logement, la promiscuité dans les logements en Seine-Saint-Denis, c'est du réel. Il y a des familles entières qui vivent dans des 20-30 mètres carrés. Et là aussi, la transmission du virus se fait beaucoup plus facilement. Et donc, il n'y a pas eu, si vous voulez, une surmortalité parce que le Seine-Saint-Denis est plus pauvre. Les conditions de pauvreté ont fait que le virus se transmettait plus vite. Mais les gens de Seine-Saint-Denis, enfin les habitants de Seine-Saint-Denis, étaient soignés aussi bien que les autres départements. Simplement, le virus circulait beaucoup plus facilement en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, qui était déserté d'un tiers de sa population, faut pas l'oublier, et les autres départements de l'Île-de-France. Alors, les statistiques ethniques sont interdites en France, mais de votre observation, vous constatez que les hommes noirs de plus de 50 ans ont payé un lourd tribut. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi ? Alors ça, il y a eu énormément d'études. En France, on n'a pas le droit de faire ce genre d'études, mais dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, je ne gêne pas, puisque à chaque fois qu'il y a une étude scientifique, une étude de recherche clinique, ils catégorisent tout de suite les patients en noirs, pas noirs, hispaniques, et ça les gêne pas du tout. Et ils ont remarqué, c'est toujours d'actualité, que effectivement, il y a une origine ethnique de susceptibilité pour attraper les formes graves du Covid-19. Et c'est les hispaniques et les afro-américains. Et nous, on avait remarqué dans notre hôpital, effectivement, qu'il y avait une surreprésentation des patients d'origine africaine dans les formes graves du Covid. On n'a pas fait de statistiques parce qu'en France, on n'a pas le droit, où il faut demander des autorisations extrêmement difficiles à obtenir. Mais on l'avait remarqué, c'est ce que je dis dans mon livre. On avait un profil un petit peu. Il y avait les patients âgés. Et dans les patients moins âgés, c'était souvent des patients d'origine africaine, obèses et hypertendus. Alors, il y a un langage au service des urgences en général. Hein. Est-ce qu'avec le Covid, il y a des nouvelles expressions en urgence qui sont apparues dans votre service ? Non, des expressions en urgence, non. Des conduites à tenir, oui, ça a changé un petit peu nos pratiques, parce qu'on avait des patients qui étaient en détresse respiratoire, et c'est vrai qu'au début on était un peu désarmés parce que il y avait le profil clinique était assez bizarre. C'était des patients qui avaient très peu d'oxygène dans le sang, mais qui le supportaient très bien. Et puis tout d'un coup, il s'aggravait, mais en l'espace de quelques minutes, et il fallait les intuber et donner des méthodes invasives. Donc on a appris un petit peu à travailler là-dessus, et on a, entre guillemets, inventé de nouvelles façons de les oxygéner, de les ventiler. Mais pas de nouvelles expressions, de nouvelles codifications Non. Attention Covid ou... Non, ça n'a pas changé fondamentalement nos langages. Pendant la crise sanitaire, vous racontez que vous avez connu à l'hôpital une gouvernance de crise particulièrement efficace, que les médecins ont repris le pouvoir sur les financiers. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, malheureusement, non. On pensait que pendant la crise, on a trouvé une nouvelle gouvernance où les médecins avaient repris un petit peu de pouvoir, en tout cas participaient aux décisions. Et la gouvernance par l'argent, c'est-à-dire par un espèce d'équilibre entre recettes et dépenses, avait complètement disparu. Et vous dites que c'était open bar, hein, on aurait demandé des chaussures de cirque, on nous les aurait apportées. Exactement. Sauf des gants, bien sûr. Et des masques. Non, les masques, on a toujours eu, ça a été un peu tendu, mais c'est vrai qu'il y a eu sur Blues, par exemple, il y a eu vraiment une tension extrêmement importante. Mais si vous voulez, bon, c'était open bar, ok, mais le fait qu'il y ait des médecins qui participent aux décisions centrales nous a aidé à faire que le patient soit
si vous voulez, l'objectif principal des décisions en ce temps de crise. Et on s'était tous dit, nous médecins, bon, l'hôpital d'avant c'est terminé, maintenant on va réellement gouverner l'hôpital en fonction des besoins des patients, des pathologies et des vrais projets médicaux, et non pas essayer d'avoir, si vous voulez, un équilibre financier à chaque fois qu'on veut faire un projet médical. En fait, on a été très heureux d'entendre Macron faire un discours à Mulhouse, rappelez-vous, où il disait que l'hôpital public, fallait le réinvestir, que ça a été le pilier de la République, etc., etc. Malheureusement, la première vague finie, la crise finie, l'hôpital d'avant est revenu aussi vite que la fin de la première crise, c'est-à-dire de manière extrêmement brutale. Et on a retrouvé, si vous voulez, les anciennes réunions, les anciens objectifs qui au final, et là on le vit actuellement, hein, n'ont pour but que de diminuer le capacitaire hospitalier, c'est-à-dire diminuer le nombre d'hôpitaux, diminuer le nombre de lits pour avoir une meilleure rentabilité. Et ça, aujourd'hui, on vit ce que ça donne, c'est-à-dire que l'hôpital est trop petit pour accueillir les patients Covid actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Covid n'a pas dynamité la logique financière de l'hôpital, comme on nous l'avait dit. Elle l'a dynamité pendant la crise, mais c'est revenu très vite après la crise. Et actuellement, on se retrouve dans une situation de crise qui n'est pas la même que la première vague. Et on est à la veille d'une crise majeure, puisque les projections montrent qu'à la fin du mois et le début de novembre, on risque d'être en saturation complète des lits de l'hôpital. Mmh. Quels sont les indicateurs qui doivent nous parler à nous, publics, qui sommes parfois un peu perdus par ce qu'on nous dit ? Écoutez, les indicateurs d'une épidémie, de la gravité d'une épidémie, c'est son retentissement sur le système hospitalier et sur la mortalité. Bon, la mortalité, on la connaît. Le nombre de morts est à peu près stable, il augmente légèrement. Mais ce qui risque d'avoir une vraie conséquence en termes de santé publique, c'est la saturation des hôpitaux. Donc le nombre de patients en réanimation et le nombre de patients dans les services hospitaliers de médecine. Mais ça, c'est comme dans la première vague, c'est-à-dire que finalement on nous dit qu'on a été confinés parce que justement les hôpitaux étaient saturés. C'est très différent de la première vague, parce qu'à la différence de la première vague, on déprogramme pas. C'est-à-dire qu'actuellement, le challenge, c'est de s'occuper de tous les malades, parce que si on privilégie les malades Covid, on va délaisser les autres malades. Et là, on va induire, si vous voulez, une surmortalité, une mortalité supplémentaire des autres patients, qu'on verra moins, parce qu'elle va apparaître beaucoup plus longtemps après la deuxième vague. Mais cette morbidité ou mortalité va impacter énormément la santé publique. Par exemple, les cancers qu'on va diagnostiquer avec retard, les maladies chroniques qu'on va prendre en charge de manière insuffisante parce qu'on a privilégié les patients Covid, puisque l'hôpital est trop petit pour accueillir ces deux flux. Tout cet impact en termes de santé publique va apparaître de manière différée, mais aura un impact majeur. Donc c'est ça que nous, médecins, on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas choisir entre les malades Covid et les malades non Covid. Donc pas de déprogrammation, ça veut dire qu'en réa, vous avez 2 services de réa, c'est ça ? On va être obligé de déprogrammer parce que le flux constant de patients Covid n'équilibre pas, le flux entrant de patients Covid n'équilibre pas le flux sortant. Donc on a, si vous voulez, de plus en plus de patients Covid à l'hôpital. Les services de réanimation sont saturés. On est à 50% de lits de réanimation occupés par des patients Covid. Donc on a doublé nos lits de réanimation à Avicenne, mais c'est toujours au détriment de lits qui auraient dû être occupés par d'autres malades avec d'autres pathologies. Donc on commence à déprogrammer, malheureusement. D'accord. Donc quand on annonce cette date, c'est vous qui l'avez annoncé d'ailleurs, du 27 octobre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des projections vous êtes un spécialiste des chiffres aussi, hein. C'est votre passion. C'est très simple. Hein. Lors de la première vague, on avait le double de patients tous les 48 heures. C'est-à-dire chaque fois qu'il s'écoulait 48 heures, le nombre de patients doublait au SAMU, aux urgences, en réanimation. Actuellement, c'est de l'ordre de 13 jours. Tous les 13 jours, le nombre de patients double. Donc c'est très simple, c'est un calcul très simple. Il suffit de faire une projection avec ce temps d'augmentation du nombre de patients et on s'aperçoit que fin octobre, début novembre, on sera, si cette croissance continue avec cette cinétique, on sera complètement à saturation. Donc à Avicenne, il y aura plus de lits de réa, c'est ça que ça veut dire ?
Mais si, les lits de réa sont là, mais ils seront occupés. Disponibles, pardon. Voilà, Ouais. et on pourra plus accueillir, si vous voulez, des patients qui nécessitent la réanimation pour d'autres pathologies. Et c'est plus inquiétant encore que la première vague, parce que, à l'inverse de la première vague, on va pas pouvoir compter sur des renforts extérieurs. Rappelez-vous, il y a les soignants de province, en fait. Les soignants de toute la France venaient nous renforcer. Là, toute la France est impactée, donc les hôpitaux en province ont besoin de leurs soignants. On pourra plus transférer nos malades en province, puisque les réas de province sont aussi pleines. Et le troisième facteur, c'est que les soignants sont fatigués, ils sont un peu désabusés, donc il y a moins de motivation. On a vécu sous adrénaline pendant la première vague, hein. Et là, pour s'y remettre, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine réticence, un manque d'entrain des soignants. Vous voyez, ces trois phénomènes, qui sont des phénomènes qui sont un petit peu en dehors de cette augmentation de patients Covid, qui étaient pendant la première vague des soupapes de sécurité, ne vont pas exister lors de ce rebond épidémique. Donc on est fortement inquiet. Vous n'avez pas eu peur pendant cette crise? Vous expliquez que vous avez bien aimé cette posture du commandeur. Alors, peur, oui, parce que c'était une situation très paradoxale, hein. On était en train de soigner, de sauver des patients victimes d'un virus qu'on ne connaissait pas, un virus qu'on savait être mortel, mais le paradoxe était que en les soignant, on pouvait l'attraper. Et on se mettait en danger nous-mêmes. Donc il y avait quand même cette peur, surtout au début où on ne connaissait pas trop les modes de transmission, on ne savait pas s'il était très contagieux, peu contagieux, on ne connaissait pas encore sa gravité, par contre on voyait les gens mourir, et donc il y a eu des soignants qui ont été malades, et donc effectivement cet acte de soigner et en même temps de se mettre en danger suscitait une certaine peur, oui, on peut utiliser ce terme, mais aussi une certaine excitation, parce que là on est médecin urgentiste, on est au cœur de l'action. Et c'est ce qu'on aime quand on est urgentiste. On aime la médecine un petit peu avec l'adrénaline. Donc il y avait aux urgences, de toute façon, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais là, c'était démultiplié par 100 parce que si vous voulez des patients en détresse respiratoire, on en voit quoi, 2-3 par jour. Là, c'était une centaine de patients Covid qui arrivaient par jour. On intubait une dizaine de fois par jour. C'était des choses que moi, en 30 ans d'expérience, j'ai jamais vues. Donc effectivement, c'est des moments pour moi qui sont inoubliables. Parce que extraordinaire, pas extraordinaire au sens noble du terme, c'est en dehors de la normalité. Qui sort de l'ordinaire. Il y a une salle de régulation au SAMU où les appels arrivent. Aujourd'hui, vous avez combien d'appels par jour? Alors, le nombre de dossiers, c'est-à-dire de patients dont on s'occupe par jour, c'est entre 800 et 1000. Par jour. C'est redevenu comme d'habitude, ça. C'est redevenu comme d'habitude actuellement, et on a une centaine de dossiers Covid. Mais le problème, c'est qu'on a un flux. Le problème, c'est pas du tout une vague que l'on a, c'est qu'on a un flux continu de patients Covid, un espèce de bruit de fond qui augmente lentement mais sûrement et depuis très longtemps. Et ce flux, s'accumule. Ces patients, il faut les hospitaliser et ils finissent par venir saturer les lits de l'hôpital. On n'a pas le tsunami qu'on a vécu au printemps. C'est plus un tsunami comme vous l'avez vu au printemps, parce que vous expliquez qu'au plus fort de la vague, c'est 7000 appels par jour que vous recevez. Par jour, oui, tout à fait. On a dû ouvrir 2 salles supplémentaires de régulation, on a dû démultiplier les postes. D'un point de vue technique, on a dû augmenter les lignes qui arrivaient au SAMU. Tout ça, on l'a fait en à peine 48 heures. On avait 150 étudiants de médecine qui sont venus nous aider pour rappeler les patients, pour les rassurer, pour leur donner des conseils. Non, ça a été une période assez incroyable. Alors vous êtes contacté, racontez-vous, par une de vos anciennes collègues du CNRS qui vous contacte pour vous parler d'un médicament qui est déjà sur le marché, qui s'appelle le naproxène. Et vous décidez d'écrire un protocole sur cette molécule. Qu'est-ce qu'il est devenu votre protocole aujourd'hui? Est-ce que vous l'appliquez? Alors c'est une recherche thérapeutique, hein. Donc ça a mis un certain temps pour avoir toutes les autorisations. Maintenant on a les autorisations, puis on commence à inclure des patients dans ce protocole de recherche qui utilise une molécule connue qui pourrait être intéressante. Je vais pas m'avancer, hein, c'est un protocole de recherche, donc j'espère que cette molécule va être efficace. Pour l'instant, on est en train de recruter les patients, donc on saura ça dans quelques mois. Bon, alors le président américain Trump a été soigné, lui, alors très rapidement, avec un nouveau protocole. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
J'en sais pas grand-chose. Je sais qu'il aurait reçu enfin c'est la presse qui m'a dit ça. J'ai pas de document officiel, de la dexaméthasone et des anti-IL6, c'est-à-dire des immunoglobulines, qui sont un traitement qui est toujours en cours d'expérimentation, dont on a quelques résultats préliminaires. Bah, écoutez, je sais pas quoi en penser. Les médecins, s'ils lui ont administré, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons. Ce qui semble un peu bizarre, c'est que c'est des médicaments qu'on réserve souvent aux formes graves du Covid et qu'apparemment il n'a pas eu une forme grave. Donc je peux pas statuer sans connaître le dossier médical. Je peux pas faire des élucubrations sur savoir si c'est un traitement d'avenir en fait. Alors les anti-L6, oui, c'est un traitement d'avenir, mais il faut qu'il fasse ses preuves. Donc on a des résultats encourageants qui ont été publiés. Tout ce qu'on sait actuellement, que le seul médicament qui a l'air de jouer sur la mortalité, qui est le critère le principal pour les formes graves du Covid, c'est la dexaméthasone, donc les corticoïdes, qui ne sont pas un médicament antiviral. Ça fait partie du traitement symptomatique. C'est pour essayer de contrer un petit peu l'hyperinflammation développée par les patients qui font la Covid. Bon, alors en 6 mois, qu'est-ce que vous avez justement appris sur la façon dont elle se traite, cette maladie ? À quel moment est-ce qu'il faut la traiter ? Parce qu'au début, on nous disait, vous prenez un Doliprane et puis au lit. Alors, ça n'a pas changé pour les formes bénignes. Et puis, je ne sais pas pourquoi on se moque du traitement par paracétamol, donc le Doliprane. Je rappelle que c'est le traitement de la grippe. Actuellement, pour la grippe, il n'y a que le Doliprane qui marche. Et le coronavirus, c'est un virus respiratoire. Dans ses formes bénignes, on n'a absolument aucun médicament, sauf le traitement symptomatique antipyrétique par le paracétamol. Alors, comment on sait qu'on a une forme bénigne finalement ? Alors la forme bénigne, c'est la forme, si vous voulez, où vous n'avez pas de mal à respirer, en gros, pour tout simplifier. Dès lors que vous avez du mal à respirer, dès lors que vous avez ce qu'on appelle, nous, une dyspnée, donc une atteinte des poumons, vous basculez dans la forme qui est un peu plus grave, qui nécessite une hospitalisation, parce qu'en général, il faut administrer de l'oxygène. Et là, on a beaucoup appris, là, on a beaucoup changé. La mortalité hospitalière s'est effondrée, la durée de séjour des patients s'est raccourcie, parce que maintenant, on sait mieux prendre en charge ces patients-là. On n'a pas le médicament qui va tuer le virus, mais on a, si vous voulez, un arsenal de traitements symptomatiques qui s'est beaucoup amélioré. Par exemple, les modes de ventilation, les modes d'administration de l'oxygène ont beaucoup changé. On retarde l'intubation, on utilise de nouvelles méthodes d'oxygénation chez ces patients, par exemple l'oxygénation à haut débit en décubitus ventral, c'est des termes un peu barbares, mais on met les patients sur le ventre parce qu'on sait qu'ils vont mieux oxygéner les parties postérieures de leurs poumons. Tout ceci a transformé, si vous voulez, le pronostic, parce que ce qu'on essaye d'éviter, c'est les complications de la réanimation. L'anticoagulation, on a vu que c'était extrêmement important, et la dexaméthasone finalement aussi qui marche très bien et qui fait baisser la mortalité. Tout cet ensemble de traitements symptomatiques qui se sont optimisés a permis, si vous voulez, de faire régresser la mortalité. Elle n'est pas nulle, mais elle a largement diminué. Mais on n'a toujours pas le médicament qui va aller contrer le virus. Ça, pour l'instant, on est toujours en phase de recherche clinique. Qu'est-ce qu'on sait des patients asymptomatiques ? Alors d'abord, est-ce qu'ils sont contagieux ? Et quelle définition vous donnez de quelqu'un d'asymptomatique de la Covid ? C'est très compliqué. Vous avez 2 types de patients asymptomatiques. Vous avez les patients asymptomatiques qui ont la maladie et qui ne développeront jamais aucun symptôme. Et vous avez ce qu'on appelle les patients pré-symptomatiques, c'est-à-dire qui sont asymptomatiques mais qui vont développer les signes. Mais ils sont avant le début des signes. Ils sont asymptomatiques puis ils développent des signes. Dans ces 2 catégories de patients, on sait qu'ils sont contagieux. Les deux, même ceux qui ne développeront jamais la maladie. Tout à fait. Ils sont contagieux, ça maintenant on en est persuadé. Ils transmettent la maladie, ils sont à l'origine de clusters. On considère qu'un malade est contagieux environ 2-3 jours avant le début des signes cliniques. Donc c'est les patients asymptomatiques qui sont en fait pré-symptomatiques. Et un patient qui est asymptomatique, il est contagieux pendant 4-5 jours que dure la charge virale qui est aussi importante chez ces patients asymptomatiques. Il faut savoir que plus on est jeune, plus on a de chances de développer la forme asymptomatique. Et c'est toute la difficulté de cette maladie. C'est pour ça qu'on a du mal à contrôler la diffusion de ce virus. C'est que ces patients vont transmettre la maladie avant qu'ils soient détectés. Et donc, il est très difficile de faire du tracing de patients qui n'ont développé aucun signe.
Je dis ça parce que, vous voyez, quand on vous prend la température avant de rentrer quelque part, mais si vous êtes asymptomatique, finalement, vous passez à travers les filets. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de contrer la vitesse de propagation de ce virus, parce qu'il y a toute une catégorie de patients qui n'est pas négligeable du tout, qui ne développent aucun signe et qui malheureusement transmettent le virus. Un de vos confrères médiatiques, le médecin le plus connu de France, Michel Simès, a déclaré à la télévision qu'il ne mettait pas le masque dans la rue. Est-ce que vous êtes comme lui ? Non, il faut mettre le masque. Je pense que les mesures barrières simples comme la distanciation physique et le port du masque sont, s'ils sont bien portés, d'abord il faut bien porter son masque, il ne faut pas le mettre sous le nez et il faut prendre un masque homologué. Si on respecte ces deux simples mesures barrières avec le lavage des mains, on peut freiner le virus de manière suffisamment forte pour que nous, hospitaliers, on puisse absorber progressivement le nombre de malades qui va arriver dans l'hôpital. Vous comprenez que c'est pas une histoire d'arrêter le virus, c'est une histoire de contrôler la vitesse de propagation pour que l'hôpital puisse être en phase avec le nombre de malades qui va arriver lié donc à la transmission de ce virus. Il faut le freiner au maximum pour avoir un flux le plus petit possible de malades qui arrivent à l'hôpital. Donc il faut mettre le masque. Je crois que le docteur Simès, il a quand même un devoir d'exemplarité et c'est pas le message qu'il véhicule sur le non-port du masque est peut-être catastrophique compte tenu de l'audience qu'il a. Dans votre livre, vous vous posez une question. Allons-nous être capables de tirer les leçons de la crise ? Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette première vague aujourd'hui, alors que finalement on a l'impression que les capacités d'accueil de l'hôpital n'ont pas augmenté et qu'on va de nouveau peut-être être amené à prendre des mesures de privation de liberté ? Alors, il y a plusieurs leçons à tirer de la crise et de la première vague. Les premières leçons, elles sont d'ordre médical. Et là, on a tiré des leçons. C'est-à-dire qu'on prend mieux en charge les malades, on connaît mieux la maladie, on a transformé le pronostic de ces patients. Donc ça, c'est un premier point. D'un point de vue hospitalier, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons ? Là, je pense que non, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hôpital d'avant est revenu très rapidement. La gouvernance n'a pas changé. On nous a promis depuis quelques années la fin de la T2A, ce qui est, si vous voulez, le management de l'hôpital par la rentabilité financière. Elle n'a pas bougé malgré les promesses qu'on nous a données. Donc là, ça a été c'est plutôt catastrophique. Ce qu'on nous a promis aussi, c'est qu'on ferait un moratoire sur les fermetures d'hôpitaux et les fermetures de lits. En fait, non, ça continue. La gouvernance sur la réduction capacitaire de l'hôpital public continue. Et on voit ce que ça donne. On n'a plus l'hôpital est trop petit pour accueillir actuellement les patients Covid. Donc là-dessus, on est vraiment pris en défaut. Maintenant, si on ouvrait tous les services de réanimation, 12 000 lits, comme on nous le dit, de réanimation, on n'a pas les personnels pour armer ces services de réanimation. C'est-à-dire qu'il faut former des personnels supplémentaires, des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, et ça se fait pas en 2-3 mois. Une majorité des soignants s'estiment en burn-out. Est-ce qu'à Avicenne, vous avez ce phénomène de personnel en burn-out ? Vous le constatez sur place ? Alors, burn-out, je ne sais pas, mais une fatigue, oui. Les personnels sont vraiment désabusés. Ils n'ont pas été satisfaits par les résultats du Ségur. C'était un verre à moitié plein. Leur revendication salariale n'a pas été récompensée à leur juste valeur. C'est-à-dire qu'ils ont eu la moitié de ce qu'ils réclamaient. Les conditions de travail ne se sont pas franchement améliorées. Il n'y a pas eu d'embauche massive de personnel soignant et on constate, et je le constate encore, toujours une fuite des personnels soignants de l'hôpital public, soit vers d'autres structures, soit un phénomène nouveau, ils changent de métier. Et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus maintenant à, si vous voulez, à intéresser le personnel soignant à l'hôpital public. On n'arrive plus avant l'hôpital public, la PHP, c'était une espèce de Graal, c'était une certaine noblesse de l'hôpital. Actuellement, c'est plutôt un repoussoir. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus venir dans l'hôpital public. Soit ils préfèrent des exercices libéraux ou des cliniques, soit carrément ils changent de métier. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Enfin là, c'est la France ou le monde qui est gagné par cette vague de changement de vie.
Oui, enfin, moi j'ai connu l'hôpital public depuis 30 ans. Il y a quand même une évolution qui n'est pas une évolution positive. On aurait pu penser quand même que le progrès en 30 ans, le progrès scientifique, le progrès tout court qui permettrait d'améliorer nos conditions de vie pourrait aussi déteindre sur l'hôpital, avec un hôpital qui serait de plus en plus humain et pour lequel on aimerait bien s'investir et faire des carrières. En fait, c'est tout l'inverse. L'hôpital public actuellement est vraiment à la dérive de notre société. Donc vous êtes prêts là pour cette, alors pas deuxième vague comme vous le dites, mais pour cette arrivée qu'on prévoit pour la fin du mois d'octobre, saturation des lits de réanimation dans les hôpitaux. Écoutez, en tout cas, on se prépare et j'ai pas une boule de cristal, mais on est quand même très inquiet parce que ce flux continu de patients Covid qui est modeste si on le regarde par journée, mais qui en cumulé commence vraiment à saturer nos lits de réanimation et d'hospitalisation, est inquiétant parce que on va être obligé de choisir entre les patients qui arrivent, qui ont la maladie Covid, et pour les accueillir, on va devoir déprogrammer des patients d'autres spécialités qui ont d'autres maladies, et pour lesquelles il faut quand même s'en occuper. Et on veut surtout pas induire une morbidité ou une mortalité supplémentaire vers les autres patients en privilégiant les patients Covid. Autrement dit, on résiste au maximum à la déprogrammation des autres patients. On veut accueillir tout le monde, mais c'est vrai que ce flux continu de patients Covid commence à saturer sérieusement nos hôpitaux et les projections ne sont pas très optimistes. On pense qu'en début novembre, on risque d'avoir une saturation complète de nos lits de réanimation et aussi une bonne partie de nos lits d'hospitalisation par les patients Covid, ce qui va plus nous permettre de nous occuper des autres patients. Et c'est ça tout l'enjeu. Il faut absolument qu'on s'occupe de tout le monde. Alors, on va prendre vos appels au standard au 01 53 48 3000. On dit que le virus a muté, que les formes sont moins graves. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, sur le terrain ou pas du tout ? Je ne sais pas d'où sort ce mythe, mais c'est absolument faux. Et il y a un nouveau variant qu'on appelle le D419G, qui est son nom de code, qui a remplacé l'ancien variant. Mais les premières études ont montré qu'il a la même virulence, c'est-à-dire la même dangerosité. Il serait peut-être un peu plus transmissible que l'ancien variant, mais il n'y a pas eu du tout de changement dans la virulence du virus avec ce nouveau variant. Et une question qui se pose, c'est que on rentre dans la saison grippe. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait si ce virus peut muter et fusionner avec d'autres virus ? Non, le virus de la grippe est complètement différent. C'est une autre famille de virus, donc il n'y a aucun risque que les deux virus fusionnent pour faire un super virus. Par contre, il y a des sujets d'inquiétude, mais il y a des sujets de réassurance. Les sujets d'inquiétude, c'est effectivement, on va avoir du mal à faire la distinction entre la grippe et la Covid-19, puisque les signes cliniques sont les mêmes. Les deux donnent des signes grippaux. Donc, on va avoir du mal à faire la différence entre la Covid et la grippe. Donc, d'où l'intérêt du vaccin. C'est-à-dire que les patients qui sont vaccinés, on va privilégier le diagnostic de Covid, alors qu'un patient qui n'est pas vacciné, on va hésiter entre les deux, va faire des examens complémentaires et donc retarder le diagnostic. Ça, c'est des éléments, on va dire, moins rassurants. Le problème aussi, c'est que la probabilité de se faire infecter par les deux virus, elle n'est pas nulle. Et là, on risque d'avoir des tableaux plus graves qu'un des deux virus. C'est-à-dire que les deux virus, en même temps, infectent le patient. Par contre, ce qui est plus rassurant, et ce qui a été vu dans les premières études en Amérique du Sud, où ils ont la période actuellement d'épidémie grippale. Et donc là, il commence à y avoir des fusions, là, d'ailleurs, Des fusions de virus ? Non, enfin, en tout cas, il y a des personnes qui ont les deux, qui ont la grippe, à la fois la grippe et la Covid. Et ça, peut-être que ça va faire des formes plus graves. L'élément qui peut être plus rassurant, et ce qu'on commence à voir en Amérique du Sud, c'est que le port de masque, les mesures barrières, le lavage des mains, va peut-être faire que cette épidémie de grippe va être très faible, ou beaucoup plus faible que ce qu'on observe habituellement, parce que le masque et la distanciation, c'est aussi efficace pour la grippe. Alors, on accueille Rachida au 01 53 48 3000. Rachida, bienvenue. Oui, bonjour Philippe et bonjour docteur. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites, ainsi que les infirmiers, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital. Alors, à ce jour, ma question, à ce jour, y a-t-il un traitement nouveau pour traiter la Covid-19 ? Et puis ma deuxième question, vous avez répondu déjà. Peut-on avoir donc cette nouvelle grippe à venir et la Covid-19 en même temps ? Merci. Bonjour.
Écoutez, je viens de répondre. Oui, on peut avoir les deux maladies en même temps, et c'est ce qui nous inquiète parce ça sera sûrement des formes qui seront probablement plus graves. Mais encore une fois, le fait de porter le masque, de se laver les mains et de respecter la distanciation vont faire que la grippe aussi va être extrêmement freinée. Enfin, on l'espère très fortement. Ensuite, est-ce qu'il y a un nouveau médicament ? Malheureusement, non. On n'a pas trouvé encore le médicament antiviral qui marche. Là où on a fait beaucoup de progrès, c'est dans le traitement symptomatique. Et la dexaméthasone, qui est un corticoïde, a montré son efficacité sur la mortalité. Donc, ce qu'on sait bien faire maintenant, c'est mettre les anticoagulants, mettre la dexaméthasone et mieux oxygéner, mieux ventiler les patients. Ça a déjà fait baisser la mortalité. Mais malheureusement, on n'a pas encore le médicament miracle qui va tuer le virus. Merci beaucoup, docteur. Merci Rachida. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Est-ce qu'on vous a changé les ordinateurs à l'hôpital ? Non, on ne nous a pas changé les ordinateurs. Par contre, on a eu, si vous voulez, pour les postes de travail du SAMU, on a eu en un temps record, j'avais jamais vu ça à la séance publique, une livraison des postes de travail pratiquement en 48 heures où on a pu tripler, quadrupler nos postes de travail. Bon. Nadia, bienvenue. Nadia. Bonjour. Oui, bonjour Nadia. Bonjour Philippe. Bonjour docteur. Bonjour. Oui, moi je voulais poser une question. Donc je voulais savoir, une personne dont son état se dégrade, et est-ce que c'est normal qu'on la transfère, disons, à 17h et elle décède vers 22h10 ? Moi j'ai trouvé que la clinique a envoyé ma sœur en réanimation un peu tard. Alors, malheureusement, et je m'associe à votre douleur pour votre sœur, et je vous présente mes condoléances, mais malheureusement, dans cette maladie, il y a des formes graves et des formes, ce qu'on appelle des formes suraiguës, c'est-à-dire que le patient s'aggrave en quelques minutes de manière très très rapide, et c'est une des leçons aussi qu'on a tirées de cette maladie qu'on n'avait jamais vue auparavant. D'habitude, les patients s'aggravent, on va dire tout doucement, et on a le temps, si vous voulez, de préparer à la fois le matériel et de l'orienter vers une réanimation. Ce qu'on a constaté, nous... J'ai rencontré la directrice de la clinique où elle était pour rééducation après une opération à l'hôpital d'Argenteuil. Elle était à la clinique pour rééducation, et là, 3-4 jours après, on nous dit qu'elle a attrapé le Covid. Oui, il y a pas mal de patients qui ont attrapé la Covid à l'hôpital, ce qu'on appelle des infections nosocomiales, malheureusement sur des patients par exemple qui étaient asymptomatiques, qui étaient à côté d'eux et qui ont transmis le virus. Mais si vous voulez, dans les formes graves de cette maladie, il y a des formes, ce qu'on appelle des formes suraiguës, c'est-à-dire que l'aggravation, elle se fait en quelques minutes, et malheureusement dans ces formes-là, le pronostic est effroyable. Et... en fait, ma soeur, elle n'était pas obèse, elle n'avait pas de comorbidité, et elle respirait normalement, donc... Bien compris. Oui, mais en général, les patients qui font les formes graves, c'est les patients qui ont des facteurs de risque, mais malheureusement, on a des patients jeunes sans aucun facteur de risque et on comprend toujours pas très bien pourquoi. Il y a probablement un déterminisme génétique qui fait que ces patients-là font des formes graves qui échappent à toute thérapeutique et qui malheureusement évoluent défavorablement. Alors, vous prenez dans votre livre l'exemple de personnes qui ont l'air cliniquement de se porter très très bien, et que quand on regarde les paramètres, ils vont pas bien du tout. Comment ça s'explique, ça ? Ça a été aussi une curiosité de cette maladie, c'est que les patients avaient tous les paramètres en disant qu'ils étaient à l'agonie, et en fait ils nous souriaient, ils nous demandaient pourquoi ils étaient là. Il y avait une contradiction entre les taux d'oxygène qu'on voyait sur nos appareils, qui étaient très bas, et un patient qui finalement supportait très bien ces taux d'oxygène très bas. Mais en fait, ces patients dévissaient, s'aggravait très très rapidement. C'est-à-dire que on avait l'impression qu'ils vivaient sur leurs réserves, comme ils étaient des patients qui étaient en bonne santé, ils avaient d'énormes réserves, donc ils arrivaient à compenser leur manque d'oxygène, mais à un moment donné, ils n'y arrivaient plus, et c'est là qu'il fallait agir tout de suite. Voilà Nadia, je sais que vous menez toujours l'enquête, vous, puisque vous voulez comprendre pourquoi votre sœur est morte, et c'est vrai que vous n'avez pas eu toutes les réponses de l'hôpital. Merci en tout cas Nadia pour votre appel. C'est vrai qu'en temps de crise, finalement, on s'adapte, et il y avait un général très connu qui disait finalement la guerre se gagne dans les plans, et vous très vite vous avez fait des plans.
Oui, d'abord les plans existaient avant la pandémie, puisqu'on avait beaucoup de plans, et c'est vrai que ces plans, on les connaît vous bien. expliquez qu'à l'hôpital, par exemple, personne ne savait ce que c'était qu'un plan blanc. Oui, bon, c'était une anecdote, mais parce qu'on le connaît, mais on le met très rarement en œuvre. Et c'est vrai que tous ces plans-là, on les connaissait. Pourquoi ? Rappelez-vous, il y a eu Ebola, il y a eu le H1N1, il y a le MERS, donc tous ces pandémies, ces épidémies plutôt, pour lesquelles on se préparait, mais à chaque fois on ne voyait aucun malade. Et pour cette épidémie avec le coronavirus, on pensait que ça allait être la même chose. En fait, non, on a vu arriver tous ces malades, et donc là, ces plans n'étaient plus théoriques, il fallait vraiment les mettre en œuvre. Et c'est ça la grande différence. Et c'est vrai que cette première cellule de crise, quand on a parlé de plan blanc, personne ne pouvait dire exactement en pratique ce qu'il fallait faire. Karina est avec nous. Karina, bienvenue. Bonjour Philippe, c'est Karima. Karima. Bonjour docteur. Alors moi Bonjour. j'ai quelques questions plutôt pratiques au fait. Qu'est-ce que vous pensez premièrement de la durée du confinement qui est passée maintenant à 7 jours ? Est-ce que ça veut dire qu'on est contagieux pendant 5 jours et qu'au 8e jour on l'est plus ? Donc je voulais voir un peu l'avis du docteur. Ma deuxième question, c'est qu'au fait c'est pratique. C'est-à-dire maintenant qu'on commence à dépister les cas contacts et que parfois dans le même foyer, on n'est pas tous contaminés. C'est-à-dire il y a des positifs, il y a des négatifs. Donc les négatifs, est-ce qu'il faut les redépister ou qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, c'est des questions pratiques. Vous travaillez dans le médical, Karima ? Je suis pharmacienne. Ça s'entend. Alors, pour la durée de contagiosité, les choses sont claires. On est contagieux environ 5 à 7 jours après le début des signes cliniques. D'accord ? Donc, il faut un T0. C'est pas tout de dire la durée de la contagiosité. Il faut savoir quand est-ce qu'elle commence. Donc, la contagiosité commence 2-3 jours avant le début des signes cliniques et dure 5 à 7 jours après le début des signes cliniques. C'est pour ça que la quarantaine réduite à 7 jours est somme toute très logique. Le patient, la charge virale, elle devient négligeable après 7 jours. Il y a un petit risque, mais on va dire qu'il est négligeable. Ensuite, les cas contacts, au sein d'une même famille, si vous avez un certain nombre de cas positifs, s'il y a des vrais cas contacts, ils doivent être isolés. Ils doivent être isolés et retestés. Effectivement, il y a quelques faux négatifs dans les PCR. Donc, si c'est réellement des cas contacts, c'est-à-dire des contacts proches sans barrière de protection, sans mesure de protection, il faut, à mon sens, enfin, c'est même les recommandations, les retester à J7. C'est confiné, c'est ça ? Oui, mais ils étaient en contact avec quelqu'un de la famille. Les contacts négatifs, il faut les isoler quand même. Ah bien sûr, il faut les isoler et les retester à J7. Et le retester à J7, c'est très clair. Merci beaucoup. Écoutez, Karima, à votre service. Bonne journée Philippe. Merci, au revoir Karima. Pour ce qui concerne les tests, on a des évolutions qui arrivent ou pas ? Parce que moi, je vous parlais des queues que je vois tous les matins, ou à Saint-Mandé chez vous, ou à Charenton. Mais il y a des queues, mais c'est incroyable. On a beaucoup d'espoir sur les tests antigéniques. Les tests antigéniques, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose que les PCR, sauf que ça prend beaucoup moins de temps. Ça c'est de l'ordre de 30 minutes pour avoir le résultat, et ça peut se faire à domicile. C'est vraiment des choses qui peuvent se faire au cabinet du praticien, à l'hôpital, dans les salles d'urgence. Et donc, ça va permettre, si vous voulez, de faire des diagnostics beaucoup plus rapides et de manière beaucoup plus fréquente, puisque c'est des choses extrêmement simples. Donc ces tests antigéniques commencent à arriver. On nous le promet, nous à l'hôpital, on a besoin de le faire parce qu'on fait ça à grande échelle pour tous les patients qui doivent être hospitalisés. Et donc on a beaucoup d'espoir dans ces tests antigéniques. Ils sont un petit peu moins performants que le PCR qui est, si vous voulez, le gold standard. Mais le fait de répéter ce test va nous donner la même sensibilité que la PCR. En tout cas, Frédéric Adnet, merci d'avoir pris votre temps aujourd'hui pour venir parler aux auditeurs de Beurre FM. Je rappelle que vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, qu'on a connu sous l'hôpital franco-musulman de Paris. C'est comme ça qu'il a été inauguré. C'est comme ça que les habitants de Seine-Saint-Denis l'appellent toujours. D'ailleurs. Toujours, voilà. Et vous publiez Les Fantassins de la République, Urgence Covid, un printemps en enfer. L'éditeur, c'est Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin.